La fuite sanglante devant la faillite. Pourquoi Zelit Bergzani pour Toward Gruer. Allons à l'essentiel. Des cartons de pizza. La première chose qui lui sauta aux yeux, ce furent ces cartons de pizza déchirés, graisseux, à moitié ouverts, sur la moquette usée du couloir, au 5e étage de l'immeuble Chelsea Cloisters, sur Sloane Avenue. Le chauffeur du service Psycho-Cars l'y avait conduit depuis l'aéroport de Heathrow en un peu moins d'une heure. Il s'enregistra, jeta sa valise sur le lit, puis remonta aussitôt dans la voiture. Il voulait encore pouvoir monter, cet après-midi-là, son premier film depuis Londres, au studio de Great Chapel Street. Petra et ses collègues de la rédaction nationale lui avaient préparé quelques accessoires de voyage amusants dans un paquet portant l'inscription « Great Britain, last but not least ». On avait chaleureusement ri au moment des adieux. On se réjouissait avec le tout nouveau correspondant. Et, dans la rédaction de Soho, il fut accueilli avec des sourires bienveillants. Il n'appelle pas simplement ici, raconte la directrice du studio sur un ton amusé. Il m'écrit une lettre. Ça m'a plu. C'était le 1er juillet 2003. La ville suffoquait sous une chaleur accablante. Le Premier ministre Tony Blair était pris dans la plus grave crise de sa carrière, autour de documents des services secrets maquillés, dont Downing Street s'était servi pour justifier l'invasion de l'Irak, contraire au droit international, aux côtés des États-Unis. Et dans le train-train de l'actualité immédiate, on ne s'est guère demandé qui avait bien pu jeter négligemment dans le couloir les cartons de pizza vides. Au début, il ne réfléchit pas davantage aux nombreuses jeunes femmes aux longues jambes, en jupes courtes, qui se rassemblaient à la tombée de la nuit dans le hall des Chelsea Cloisters. Elles sortaient l'une après l'autre, passaient devant le portier pour gagner Sloane Avenue, où elles montaient dans des coupés sport. Il pensait qu'elles allaient simplement faire un tour du pâté de maison. Leur anglais hésitant et les bribes de russe ou d'ukrainien les désignaient comme des touristes ukrainiennes. De toute évidence, les Cloisters s'étaient révélés être pour elles un bon plan tenu secret. Quelques jours plus tard, il remarqua le concessionnaire Lamborghini près de la station de métro South Kensington, qui ne proposait que les tout derniers modèles, jaune, rouge, noir, décapotable ou coupé sport. Et peu à peu, il comprit bien qu'autour de Hyde Park, il devait aussi y avoir des acheteurs pour ces voitures de luxe. Il y avait une quantité incroyable d'argent dans la ville. Le secteur financier créait sans cesse de nouveaux titres complexes et imbriqués. Des obligations adossées à des créances, les CDO, derrière lesquels se trouvaient souvent des biens immobiliers sans valeur. Des Credit Default Swaps, censés assurer contre le défaut d'un crédit, mais qui étaient en réalité des paris. Les banquiers créaient de l'argent à partir de rien et se réjouissaient de nouveaux profits. Peu après la guerre contre l'Irak, déclenchée par Washington et Londres, le pétrole du sable du désert allait faire tourner les moulins des requins du crédit dans le quartier bancaire. Car de nouvelles ressources naturelles constituent la base d'opérations sur dérivés à effet de levier et de nouveaux crédits qui promettaient de nouvelles primes et de nouveaux revenus d'intérêt. Quiconque repartait des tours de verre du quartier bancaire avec moins de 50 000 livres sterling par mois, entre salaire de base, bonus et primes, était considéré comme un cas social. L'argent disparaissait dans des paradis fiscaux, des biens immobiliers de luxe, des voitures de luxe et dans les poches des filles qui grimpaient sur le siège passager. C'était elle qui, après le travail, commandait parfois encore quelque chose au service de pizza la nuit, puis jetait, épuisée, le carton devant la porte de leur chambre.
C'étaient les scènes qu'il pouvait observer le soir, assis devant le hors-glace sur Brompton Road, en buvant encore une ou deux pintes pour redescendre de l'agitation nerveuse du travail quotidien dans le cinéma et l'information. Le Premier ministre Tony Blair était un sujet récurrent. Les dossiers douteux avec lesquels il avait tenté, par des manœuvres frauduleuses et des mensonges sur de prétendues armes de destruction massive en Irak, d'entraîner le pays dans une guerre qui était, de toute évidence, une guerre pour le pétrole irakien. Ce pétrole devait à son tour servir de base à de nouvelles opérations spéculatives et à de nouveaux contrats à terme sur les matières premières, à de nouveaux crédits et à de nouveaux investissements. Ce n'est pas seulement le scientifique du gouvernement David Kelly que la BBC avait livré comme source des informations sur l'opération de tromperie gouvernementale qui a dû mourir pour les profits de l'industrie financière. Les habitants de l'Irak aussi. Mais les banquiers sortaient leur cabriolet du parking souterrain, prenaient une accompagnatrice ou disparaissaient dans la boîte de nuit d'en face. La bulle du crédit ne cessait de grossir jusqu'à ce que l'Irak sombre dans la guerre civile et le chaos et que finalement la bulle éclate en 2008. La City de Londres était et reste un État dans l'État. Depuis que Maggie Thatcher avait détruit l'industrie pour briser la classe ouvrière, c'est surtout dans la finance qu'on gagnait de l'argent au Royaume-Uni. Le bureau de correspondants n'a pratiquement pas parlé de la montée de la crise financière, ni de ses causes. Il s'intéressait surtout à l'été du siècle, au fan club de Lady Diana de Weitscherheim, en Basse-Franconie, et bien sûr à la crise permanente de Tony Blair. Et s'il restait un peu de temps, des barbecues s'organisaient sur la terrasse du toit, dans la douceur du soir, comme lors des retransmissions publiques de la Coupe du monde de football à l'été 2006, quand la bière coulait à flot. En rentrant de Soho, il pouvait admirer sur Piccadilly la succursale du marchand de diamants de Beers, un rappel des véritables rapports de pouvoir. Empilé dans les librairies, il y avait le roman de Monica Ali, Brick Lane. Nazneen a 19 ans lorsqu'elle quitte son petit village du Bangladesh pour épouser à Londres un homme qu'elle ne connaît pas et qui est beaucoup plus âgé qu'elle. Sans instruction, mais intelligente, elle comprend très vite que les grands rêves de cet homme, de prospérité et d'ascension sociale, ne se réaliseront jamais. Ses petits rêves à elle, en revanche, deviennent réalité. Elle apprend l'anglais avec ses filles. Elle trouve un emploi dans une usine de confection. Et en Razia, une amie courageuse. Lorsque son mari décide de retourner au Bangladesh et que son amant, Karim, veut de plus en plus l'enfermer dans l'image idéale de la femme musulmane, elle se libère de l'un comme de l'autre et choisit de vivre en Angleterre. Dans ce roman, Londres se retrouvait elle-même, la ville comme promesse. Quiconque arrivait ici depuis la jungle de la simplicité religieuse et du retard culturel pouvait par ses propres moyens se frayer un chemin vers la liberté. Londres, capitale colorée, ouverte sur le monde et tolérante, c'est ainsi qu'on aimait se voir. Le lieu de l'action, c'est Brick Lane, cette rue où de nombreux immigrés pauvres venus du Bangladesh avaient appris ce que signifiait être britannique. 10 ans plus tard, il rencontrerait un secrétaire d'État du Schleswig-Holstein qui, précisément à cette époque, travaillait dans la gestion des risques de la Deutsche Bank à Londres. Il était arrivé à Kiel par les Verts et de 2012 à 2017 y avait exercé comme fonctionnaire politique, d'abord au ministère des Finances, puis à la chancellerie régionale. J'ai vécu à Brick Lane, je sais ce que ça veut dire. Il a répondu, je connais Brick Lane. Quand j'y étais en 2003, j'y ai surtout vu des yuppies. Aussitôt, l'ambiance s'est figée. Posez donc des questions précises. Un enfant de la bourgeoisie qui voulait se donner l'image d'un arriviste. En 2024, il est allé à la Fondation pour la neutralité climatique.
Là, il a continué à mettre en œuvre le programme sur le changement climatique, promu par la Fondation Rockefeller, qui lui permet d'ouvrir de nouveaux marchés au capital financier. Quand Monica Ali a publié Brick Lane, la rue avait depuis longtemps commencé à devenir un lieu très prisé des touristes et des catégories aisées. Un vendredi soir, il a bu 2 pintes au pub Nellie Dean's dans Dean Street, puis il est parti vers l'est. Ce soir d'été-là, il pouvait voir comment Brick Lane était devenu l'alibi d'un quartier financier qui écrivait, pour l'essentiel, ses propres lois. Dans cette zone extra-légale, des banquiers et des cabinets d'avocats veillaient à ce que des oligarques ukrainiens puissent faire disparaître leur argent dans des sociétés écrans et des paradis fiscaux, tandis que les banquiers et leur entourage dépensaient le soir leur bonus à Brick Lane. Les panneaux de rue étaient encore en bengali, mais l'odeur du curry se dissipait. La rue, entre Bethnal Green au nord et Whitechapel au sud, commençait à être colonisée par le quartier financier. Une nuit d'août, alors qu'il avait bu, il fonçait avec un ami dans la voiture de celui-ci, à travers la circulation à gauche d'une ville déserte. Il revenait d'une fête et c'est lui qui était au volant, raconte monsieur. Ici à Londres, j'ai été avec une Russe qui gérait un réseau de call girls, avec des femmes venues de Russie et d'Ukraine. Elle gagnait vraiment beaucoup d'argent avec ça. Elle cherchait simplement un homme, pas un homme qui l'entretienne. Elle en cherchait un qui l'emmène dîner dans des restaurants chers et l'accompagne à l'opéra, qui plonge avec elle dans l'atmosphère d'une vie bourgeoise et cultivée. C'est elle qui m'a littéralement embarqué, et nous étions très heureux ensemble. Nous avions prévu des vacances en Espagne. Le soir avant le départ, je me suis complètement bourré. Le lendemain matin, le réveil m'a tiré du sommeil. J'étais dans un état catastrophique. J'ai vite rassemblé quelques affaires, je les ai jetées dans la valise, et à Heathrow, elle a immédiatement senti que j'avais beaucoup bu et que j'étais encore loin d'être sobre. Dans la file au comptoir, je me suis aperçu que j'avais oublié mon argent, mes cartes de crédit, tout. Elle a tout payé pendant 14 jours, ne m'a plus adressé la parole, et après le vol de retour, nous nous sommes séparés sans même nous saluer. C'était mon histoire avec la chef russe d'un réseau de call girls. Il a répondu sèchement, à moitié sérieux, à moitié pour plaisanter. Quel idiot! Le rapport du département d'État américain sur la traite des êtres humains estimait qu'en 2011, il y avait jusqu'à 800 000 victimes de la traite dans le monde. Il notait laconiquement que le nombre d'Ukrainiennes contraintes à la prostitution avait encore augmenté en 2010. Le trafic fonctionne de façon organisée et bien rodée à travers des réseaux. En 2003, le Home Office estimait à environ 4 000 le nombre de travailleuses du sexe arrivées dans le pays. En 2010, leur nombre était estimé à 2 600. Rien que par Odessa, des milliers de femmes seraient acheminées vers le marché du sexe à l'échelle européenne. Certaines y seraient contraintes. D'autres seraient attirées par des promesses d'emploi de bureau ou de mannequins. D'autres encore ne voient pas d'autres moyens de survivre et tentent désespérément de quitter la ville. Environ la moitié d'entre elles viendraient de l'oblast d'Odessa, où des trafiquants de femmes parcourent les villages et embobinent les jeunes filles avec des histoires de perspectives professionnelles et de richesse. Depuis Odessa, la traite des êtres humains serait gérée selon une hiérarchie stricte de proxénètes, de tenancières de maisons closes et d'une mafia transfrontalière protégée par des policiers corrompus. Le rapport mentionne également l'implication de membres du gouvernement. Un commerce lucratif. Après le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, de nombreuses femmes ont été poussées à fuir et contraintes de se prostituer au-delà des frontières de l'Ukraine.
La présence massive de prostituées occasionnelles ukrainiennes, munies de visas touristiques, reflète l'appauvrissement de leur pays d'origine. Un processus lié à l'intégration croissante dans les circuits économiques occidentaux, au sein desquels Malte joue un rôle important. Car c'est là que des oligarques ukrainiens créent des sociétés ad hoc et des holdings, afin de soustraire à l'accès de leur propre gouvernement, à Kiev, les fortunes amassées par le pillage lors de la privatisation de l'économie. À Londres, les capitaux itinérants des oligarques ukrainiens ont trouvé un port d'attache attrayant. La situation administrative de la City de Londres y a contribué. Depuis des siècles, elle disposait de sa propre administration, la City of London Corporation, de son propre maire, le Lord Mayor of London, ainsi que de sa propre police. Elle échappait ainsi au contrôle du gouvernement de Westminster. Le Lord Mayor est donc à la tête du plus puissant lobby financier au monde, et son administration met à profit sa richesse et son statut pour promouvoir la déréglementation du secteur financier, non seulement à Londres, mais dans le monde entier. C'est ici qu'arrivaient les profits des colonies de l'Empire britannique. C'est ici que les guerres des rois étaient financées. C'est ici qu'ont été inventés les moyens de contourner les contrôles étatiques d'échange. Dès les années 50, des établissements financiers britanniques acceptaient des dépôts en dollars américains. À l'époque, le commerce des devises étrangères était officiellement interdit et il proposait des taux d'intérêt plus élevés que ceux autorisés par les autorités américaines. Ce marché dit des eurodollars, à peine réglementé, a connu une croissance fulgurante. En 1980, les dépôts avaient atteint 500 milliards de dollars américains. En 1990, près de 90% de tous les crédits internationaux transitaient par elle. Dans le même temps, les banques londoniennes entretenaient des liens étroits avec les restes de l'Empire. Les îles Caïmans, les Bahamas, les îles turques et caïques, les îles Vierges britanniques, les îles anglo-normandes et donc Malte. Malte devient ainsi une plaque tournante vers la City de Londres. Des fortunes ukrainiennes migrant vers des paradis fiscaux occidentaux, qui favorisent à leur tour la fuite des capitaux. C'est là que se trouve l'origine de la stratégie offshore de la City. Attirer l'argent tout en le faisant disparaître aux yeux du fisc. Aujourd'hui encore, le Square Mile de la City attire les fonds issus de l'évasion fiscale du monde entier. Il ne s'agit pas ici d'investissement durable, mais de profit rapide. C'est cette économie de casino qui a permis à la première ministre Margaret Thatcher de s'imposer après son élection en 1969. Les contrôles d'échange ont été supprimés, le cours de la livre a augmenté, les exportations sont devenues plus chères et un cinquième des emplois industriels a disparu, tandis que le secteur financier gonflait. Ici, en 2024, 400 000 banquiers, courtiers et employés d'assurance s'activaient les jours ouvrés. Ils produisaient 8% de la richesse économique britannique. Des génies de la finance ont inventé les dérivés de crédit, les titres titrisés et conclu toutes sortes de contrats à terme pour faire encore plus d'argent avec l'argent. Les salaires élevés et les bonus ont entraîné d'autres secteurs dans le boom, comme l'immobilier, la restauration et les réseaux de call-girls. Mais ils ont aussi creusé dans la ville le fossé entre riches et pauvres. La City dispose d'ailleurs d'une forme de démocratie tout à fait particulière, car les banques qui y sont implantées ont elles aussi le droit de vote, en fonction du nombre de leurs employés. Beaucoup de salariés, beaucoup de voix. Les grands groupes ont donc toujours la majorité. Les élus deviennent des lobbyistes de l'industrie financière, et le grand argent se dote d'une démocratie de façade, soigneusement polie. Puis vient une autre étape décisive, en octobre 1986. Le Parlement britannique adopte une loi appelée le Big Bang, un coup de libération pour le grand argent qui supprime d'autres contrôles et attire les banquiers américains dans la City.
Dans les années 1990, l'effondrement du bloc de l'Est a libéré les capitalistes occidentaux d'une éventuelle alternative. Le butin des privatisations accaparées par les oligarques a fait passer d'anciens biens publics entre des mains privées et a déversé de nouveaux milliards dans la City. Les gagnants de la transformation en Europe de l'Est les y ont acheminés. Cet argent provenait de leur pillage dans leur pays d'origine. Cela correspond au modèle économique de l'Union européenne. Corrompre tout simplement des oligarques et des élites nationales corrompues, surtout en Ukraine et en Moldavie, grâce à leur pouvoir économique, pour ensuite faire basculer ces pays et les intégrer au circuit financier du marché occidental des capitaux. Des banques britanniques ont aussi joué un rôle dans le détournement de milliards de fonds publics. La législation britannique, très laxiste, facilite le blanchiment de milliards d'argent volés et son acheminement vers l'Union européenne. Depuis lors, cela garantit un afflux constant de capitaux frais pour les investissements. Et les ressources des pays ciblés, pétrole, gaz, terres rares, sol de terre noire, aciérie, pipeline, ports, fournissent de nouvelles garanties pour de nouveaux crédits. Mais cela se fait au détriment des populations des États voisins de l'Union européenne. Car leur patrimoine national a été privatisé à vil prix. Au lieu d'investir, on a soustrait le capital au contrôle de leur propre État. Les entreprises ont dépéri ou ont été tout simplement fermées. Souvent, les salaires n'étaient pas versés. Beaucoup d'ouvriers ont perdu leur emploi. Ils ont connu un processus de paupérisation absolue, tel que Karl Marx le décrit. Et il ne restait plus qu'à mettre ce triste résultat sur le compte de la mauvaise gestion communiste. Les familles de l'Est de l'Ukraine souffraient de la faim, et tandis que, dans le quartier financier de Londres, les bouchons de champagne sautaient au tournant du millénaire, des régions entières étaient désindustrialisées et les ouvriers s'appauvissaient. Toutes les guerres sont des guerres de banque, affirme l'analyste financier Alex Kreiner. Les filles de ces ouvriers en Ukraine, c'étaient celles qui vivaient avec moi à Chelsea Cloisters, sur Sloane Avenue. Elles fréquentaient les clubs et les bars branchés. À la tombée de la nuit, elles montaient dans les Lamborghini décapotables rutilantes que les banquiers laissaient au parking souterrain et ne sortaient que le soir pour faire quelques tours du pâté de maison et ramasser une blonde quelconque qui comprenait à peine l'anglais, mais faisait plutôt bien son travail. Et ainsi, soir après soir, elles se tenaient dans le hall de Chelsea Cloisters, en jupe courte. Des femmes qui, avec un visa touristique d'un mois, gagnaient ce dont elles avaient besoin en Ukraine pour entretenir leur amant à Kiev, aider leurs parents sur le Dnieper et payer la visite chez le médecin de leurs grands-parents. Tous ces gens qui avaient un jour placé leurs espoirs dans l'Union européenne et à qui, après le coup d'État du Maïdan en 2014, les bandéristes galiciens avaient facilement pu faire croire que les Russes étaient responsables de tout. Ceux de Moscou ou les Vatniks, ces sous-hommes de l'Est de l'Ukraine, qu'il vaudrait mieux fusiller ou chasser. Bien sûr, pour ces colocataires de Sloane Avenue, les visas touristiques ne tombaient pas du ciel. Au consulat britannique de Kiev, les demandes étaient déposées de manière impeccable et professionnelle. Le traitement était organisé avec rigueur. Il fallait des gens qui parlaient bien anglais, qui connaissaient la procédure de demande, qui étaient peut-être déjà familiers des agents consulaires, des gens capables d'avancer les frais. Pour tout cela, ce sont les filles qui devaient payer. Ou alors elles pouvaient le rembourser ensuite en travaillant, avec des intérêts bien entendu. L'idée d'égalité et d'équité a fini pour le moment à la poubelle de l'histoire. Les banquiers passaient pour des magiciens et le gouvernement devançait le moindre désir de la City. Cela valait aussi et surtout pour Tony Blair et le New Labour.
Tous les grands partis de Westminster recevaient des dons d'entreprises financières et de personnes issues de la City. Et parmi les 20 donateurs les plus généreux des conservateurs entre 2010 et 2015, 8 gagnaient leur argent dans le quartier bancaire. L'effet de porte tournante entre les ministères et les entreprises financières était au moins aussi important. Après avoir quitté la politique, des responsables politiques de premier plan acceptaient des postes très bien rémunérés dans des entreprises financières. Après avoir quitté ses fonctions de Premier ministre, Tony Blair a accepté un poste de conseiller à temps partiel chez la banque d'investissement JP Morgan. Sa rémunération annuelle était estimée entre 500 000 et 2,5 millions de livres. Dans la City, l'ambiance était à la fête. Prends tant que tu peux encore obtenir quelque chose. Au cours de la décennie précédant la crise, le secteur financier a progressé 2 fois plus vite que le reste de l'économie britannique, avec une croissance moyenne de 6% par an. Grâce à la concentration, dans la City, de banques commerciales, de fonds d'investissement, de négociants en titres, d'assureurs et de réassureurs, Londres avait reconquis sur Wall Street sa réputation de premier centre financier mondial. Personne, pas même le gouvernement de Westminster, n'était disposé à faire face aux conséquences négatives d'un secteur financier surdimensionné. La surévaluation de la livre profite à la City de Londres, car elle vise à attirer de riches investisseurs venus de territoires offshore, et ils ne viendront pas si la livre perd de sa valeur. Mais ce taux de change élevé détruit la compétitivité de l'industrie sur les marchés internationaux. Il entraîne des faillites, des pertes d'emplois, ainsi qu'un déficit de la balance commerciale. La Grande-Bretagne doit donc attirer de l'argent pour rééquilibrer sa balance des paiements courants. Tout le monde croyait que le morcellement et la dispersion mondiale des risques de crédit rendaient le système plus sûr, parce qu'ils voulaient le croire. Alors qu'il visitait la tombe de Karl Marx au cimetière de Highgate, la véritable tombe se trouve loin du mémorial, dans la partie juive située au fond du cimetière. La coalition rouge-verte à Berlin voulait elle aussi démanteler la Deutschland AG, alimentant ainsi le capitalisme financier. L'exonération fiscale des plus-values de cession, en 2002, a permis aux banques de vendre leurs participations industrielles sans payer d'impôts et d'investir le produit de ces ventes dans des paris boursiers. Cela a eu 2 conséquences fatales. D'une part, les banques allemandes étaient très vite entraînées dans la tourmente de la crise financière de 2008. Sans cette réorientation, elles y auraient en partie échappé. D'autre part, la finance internationale a pu prendre des participations dans des entreprises allemandes et ainsi influer sur les décisions de management. À Londres, au printemps 2009, le vent du crash financier balayait les destins humains dans les rues pluvieuses comme des canettes de bière vides. Les banquiers n'avaient plus autant d'argent à dépenser et les fêtes de lancement d'actions n'avaient plus lieu. Lors des dîners d'affaires, on se passait des maîtresses qui avaient tout un bouton de trop ouvert à leur chemisier. En privé, on renonçait aux numéros et à leurs excès. La famille redevenait à la mode, et les call girls étaient renvoyées, libres de se débrouiller comme elles pouvaient. Les oligarques obtenaient le capitalisme, les clubs de football comme Roman Abramovich, les terrains de golf, les clubs et les salons. Les filles venues d'Ukraine obtenaient l'exploitation, la servitude pour dette et la prostitution de rue, où les rejoignaient de plus en plus de jeunes femmes du sud de Londres. Lui-même était là, lorsque des ouvriers du bâtiment polonais ont forcé l'entrée d'un immeuble d'habitation vacant, sans chauffage ni eau courante, sur Jamaica Road. Ils avaient besoin d'un toit et d'un endroit où dormir, sous la pluie londonienne et dans le froid glacial de mars, car ils avaient été licenciés du jour au lendemain. La crise bancaire poussait les entreprises de construction à la faillite. Sur les chantiers, les grues s'étaient soudain arrêtées.
les salaires dus n'étaient plus versés, et ceux qui, dans l'East End, espéraient gagner davantage en bleu de travail qu'en restant chez eux, comme enseignants ou professeurs, n'avaient tout simplement pas l'argent pour payer le vol de retour vers Varsovie. Dans un pub de Brixton, il a dû calmer une dispute, parce que des Polonais et des Britanniques, ivres, étaient sur le point de se battre et commençaient déjà à saisir des chaises. Stop les gars, calmez-vous. Vous n'aurez pas une vie meilleure en vous battant les uns contre les autres. Tout ce bordel, c'est une question de classe, pas de race. On peut trouver des hommes bien dans n'importe quel pays. La crise bancaire a été répercutée vers le bas. Les travailleurs polonais comme britanniques avaient de l'eau jusqu'au cou. Et la colère, longtemps enfermée dans la lutte quotidienne pour survivre, que le néolibéralisme avait laissé derrière lui, les baisses de salaire, l'intensification du travail, les licenciements, la peur de son propre échec, l'épuisement, la résignation, a éclaté avec le plus de violence là où le séisme avait causé les plus gros dégâts. Chez les Britanniques à table, on était depuis longtemps parvenu à détourner la rage refoulée que le néolibéralisme avait laissée derrière lui pour la transformer en réflexe raciste. La dernière chose dont ces gens malmenés par le capitalisme avaient besoin, c'était des leçons sur la diversité ou sur le climat. Mais ils étaient réceptifs à la raison et au respect. Et surtout, ils ne voulaient pas se ridiculiser devant un étranger, encore moins devant un Allemand. Vous avez entendu ça, messieurs? Les amis, je crois qu'il a raison. Restons amis et prenons une autre pinte. Avec l'argent des contribuables, les gouvernements ont sauvé les banques. Plus de 1000 milliards de livres sterling, soit 1 billion, ont été dépensés par l'État britannique depuis 2007 pour sauver les banques. Mais la récession qui a suivi a coûté encore plus cher. L'économie s'est contractée de 10 à 15%. Des emplois ont été perdus, la dette a explosé et des mesures d'austérité ont suivi dans les domaines social et éducatifs. Une fois de plus, le secteur financier avait gagné. La crise financière a entraîné deux changements structurels décisifs dans le système financier. Premièrement, elle a déplacé les créances douteuses vers les obligations d'État. Deuxièmement, elle a transféré ces obligations des banques vers le système bancaire parallèle. Le sauvetage des banques avec l'argent des contribuables a conduit, selon la Banque des règlements internationaux à Bâle, à une baisse des risques dans le secteur bancaire, tandis que, dans le même temps, l'endettement des États a augmenté comme jamais en temps de paix. Parallèlement, les actifs des fonds ont quitté les bilans des banques alors qu'ils ont fortement augmenté chez les hedge funds, les fonds d'investissement, les fonds de pension, les assureurs et les investisseurs financiers. Cela accroît les risques, car dans le système bancaire parallèle, les placements sont souvent soumis à un effet de levier par des mécanismes de produits dérivés, afin d'exploiter au mieux les fluctuations des cours tout en allégeant les fonds propres. Cela augmente le risque de vente forcée procyclique et peut ébranler les conditions de refinancement des États. Ainsi, le budget de l'Allemagne est lui aussi tombé dans la captivité babylonienne des investisseurs financiers internationaux au sein d'un système bancaire parallèle largement non régulé. Ils gagnent des milliards grâce à la guerre en Ukraine et peuvent faire pression sur tout État qui voudrait quitter le front des fauteurs de guerre en bradant ses obligations. Les trous budgétaires apparus après l'effondrement du système financier ont servi de prétexte bienvenu pour continuer à démanteler l'État social. Face au choix entre sauver le secteur financier ou sauver l'État social, le gouvernement n'a laissé aucun doute. La City passe avant tout. Il a ainsi signalé au monde entier que l'argent étranger est ici en sécurité. Il fallait maintenir l'industrie financière en vie, même si le reste du monde sombrait dans le chaos, misère et la guerre.
Depuis plus de 3 siècles, la City de Londres finance des guerres et vend des assurances contre les destructions qui en résultent. Et ce centre financier utilise le chaos ainsi créé comme une arme. Lloyd's of London est le pilier assurantiel du réseau de contrôle financier de la City. Ce n'est pas vraiment une compagnie d'assurance, mais une corporation qui fait office de marché. Plusieurs bailleurs de fonds, regroupés en syndicats, s'y retrouvent pour mutualiser et répartir les risques. Lloyd's a la réputation de toujours honorer ses engagements. Mais cela a un prix. En 1898, l'entreprise a officialisé une pratique de longue date en introduisant la clause « Free of Capture and Seizure ». Cette clause retirait les risques de guerre des polices d'assurance et permettait, lorsqu'un conflit éclatait, d'exiger des primes exorbitantes. Cette clause a été appliquée pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, au début de la guerre civile dans le Donbass et lors du rattachement de la Crimée à la Russie en 2014, après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, ainsi qu'après l'attaque des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. En 1989, presque le monde entier avait été ouvert au commerce non réglementé des produits dérivés. Les obligations d'État, les flux pétroliers, les routes maritimes et les assurances contre les risques de guerre pouvaient ainsi être découpés en swap sur défaillance de crédit, en couverture et en d'autres produits dérivés, puis devenir le jouet de la spéculation. Le levier décisif, c'était l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les services financiers de 1997, le 5e protocole de l'accord général sur le commerce des services, entré en 1999. Das 1999 in Kraft trat. Danach mussten alle 156 Staaten. Ensuite, les 156 États membres de l'OMC ont tous dû abolir la séparation entre les banques commerciales et les banques d'investissement qui spéculaient sur les produits dérivés. L'accord de l'OMC est devenu un bélier pour ouvrir les marchés mondiaux à ce commerce des produits dérivés. Le négoce de dérivés a alors explosé. Il est devenu l'une des activités les plus concentrées et les plus rentables au monde, contrôlée par quelques grandes banques. Dans la City de Londres, la machine des assurances de guerre et celle des produits dérivés travaillent main dans la main. La première fait augmenter les primes du chaos, et la seconde les récolte par le réemploi des garanties et la saisie juridique. La couverture des risques de guerre est une forme d'assurance. Mais le marché des produits dérivés est un piège assurantiel bien plus vaste, car les dérivés sont vendus comme une protection contre les risques de marché. En réalité, c'est un jeu spéculatif qui prélève des profits sur tous les grands flux économiques. En juin 2025, la valeur nominale des produits dérivés de gré à gré encore en circulation était estimée à 846 000 milliards de dollars, soit 16% de plus que l'année précédente. Cela représente presque 1000 milliards, un insuivi de 15 zéros. Dès 2016, le volume des transactions sur les marchés financiers dépassait de plus de 100 fois le chiffre d'affaires des biens et des services. Si cette bulle éclate, elle déclenchera une vague de faillites qui forcera à vendre en urgence des actifs liquides. L'initié des marchés, David Rogers Webb, a documenté les mécanismes juridiques qui permettent aux négociants en produits dérivés de tout revendiquer pour eux-mêmes. Car des modifications discrètes du Code de commerce uniforme et de réglementations européennes correspondantes ont réduit les investisseurs ordinaires à de simples titulaires de créances. Ils n'ont plus qu'un droit de recours contre leurs courtiers en valeurs mobilières. Pendant ce temps, en cas d'insolvabilité, les actions, les obligations et les dépôts servent juridiquement de garantie au complexe des produits dérivés. Des garanties qui ont été réhypothéquées à plusieurs reprises. Si les garanties des produits dérivés font défaut, alors le château de cartes réhypothéqué, bâti sur elles, s'effondre.
Des appels de marge, des demandes de couverture complémentaires suivront. La chaîne des priorités d'accès se déclenchera. Le Gapschrage commence gros. Und der große Raubzug beginnt. Es wäre die Kernschmelze im Finanzsystem. Ce serait la fusion du cœur du système financier. Pour éviter cela, il faut sans cesse injecter dans le système de nouvelles garanties, comme des gisements de pétrole et de gaz, des terres rares, du charbon, du minerai de fer, des minéraux de toutes sortes. Ils peuvent servir d'objets de spéculation pour des profits futurs et devenir ainsi la nouvelle base du commerce des produits dérivés. Début 2013, le Premier ministre néerlandais de l'époque et futur secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a conclu un contrat avec Shell et le gouvernement ukrainien. Il autorisait le géant de l'énergie à exploiter du gaz de schiste sur une superficie de près de 8000 km² dans la région située entre Kharkiv et Donetsk. Les multinationales de l'énergie Chevron et Exxon avaient elles aussi signé de tels contrats d'exploitation. Au total, les trois entreprises avaient promis des investissements à hauteur de 32 milliards de dollars américains, ce qui laisse déjà entrevoir les profits attendus. À lui seul, un consortium réunissant Exxon, OMV Petrom et l'entreprise publique Naftogaz d'Ukraine voulait investir jusqu'à 12 milliards de dollars américains dans l'exploitation du plus vaste gisement en superficie du champ pétrolier et gazier de Skifska, en mer Noire. Friedrich Merz, en tant que PDG de BlackRock en Allemagne, a semble-t-il conclu des arrangements similaires pour le secteur financier. Le Donbass est riche en ressources naturelles, comme le charbon, le minerai de fer, ainsi que des minéraux importants, tels que le lithium, le manganèse, le titane, le cobalt, les terres rares, le graphite et d'autres métaux essentiels à la transition énergétique. 95% des ressources énergétiques ukrainiennes se trouvent dans le Donbass. Ces ressources constituent un moteur important de la guerre. Shell, Exxon, Halliburton et Chevron voulaient exploiter ces ressources grâce à la technologie de fracturation hydraulique et les exporter vers l'Union européenne. En 2014, le sénateur américain John McCain est apparu lors du coup d'État sur le Maïdan. En 2008, les grandes entreprises énergétiques avaient soutenu sa campagne électorale à hauteur de 2 millions de dollars au total. En contrepartie, McCain a voté au Sénat contre le soutien aux énergies renouvelables et contre une hausse de l'imposition des compagnies pétrolières. Cela a épargné au complexe des grandes entreprises énergétiques environ 13 milliards de dollars de coûts fiscaux. En mai 2014, Burisma Holdings, la plus grande entreprise énergétique privée d'Ukraine, a nommé Hunter Biden, le fils du vice-président américain Joe Biden, à son conseil d'administration. Quelques semaines plus tôt, l'ancien premier ministre polonais Aleksander Kwaśniewski et Devon Archer, directeur de campagne du futur secrétaire d'État américain John Kerry, avaient déjà rejoint cette instance. Dès la fin avril 2014, 4 semaines avant que son fils n'entre chez Burisma, Joe Biden s'était rendu à Kiev. Il y avait parlé avec le gouvernement issu du coup d'État de l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine et avait promis de soutenir le pays dans la mise en œuvre des accords conclus en 2013. Mais les entreprises avaient compté sans leur hôte. Ce sont précisément les régions riches en gaz, la Crimée et l'Est de l'Ukraine, qui se sont opposées au coup d'État du Maïdan en 2014. Dans le Donbass, le président renversé Yanukovych avait obtenu plus de 90% des voix lors des élections de 2010. La population ne voulait pas accepter ce changement de régime violent. Et en Crimée, lors d'un référendum, 96,67% des votants se sont prononcés pour le retour à la Russie. À tous les points d'accès aux gisements gaziers de Yuzivska, à Sloviansk, Kramatorsk, Volnovakha, Lysychansk et Rubizhne, des citoyens occupaient les mairies et bloquaient les voies de circulation. En quelques semaines, la région d'exploitation est devenue une zone de guerre civile.
La rébellion dans le Donbass a empêché les entreprises et les banques occidentales de transformer les ressources naturelles en garanties propres. Le 30 avril 2014, le Fonds monétaire international a approuvé un plan d'aide de 17 milliards de dollars américains. Les soutiens occidentaux de Kiev ont fait pression sur le nouveau gouvernement pour qu'il agisse contre le soulèvement et reprenne le contrôle de l'Est et du Sud. Un reportage de la chaîne américaine CNBC nous apprend que l'action de Kiev était politiquement motivée par d'importants actionnaires du Fonds monétaire international afin de soutenir le gouvernement Yatsenyuk dans ses efforts de réforme. Le Fonds monétaire international menaçait, si le gouvernement central perdait le contrôle de l'Est, le programme d'aide devrait être revu. Le 13 mars 2014, en plus de l'armée, la garde nationale, forte de 60 000 hommes, a été mobilisée sous l'autorité du nouveau chef de la sécurité, le militant d'extrême droite Andriy Parubi. Depuis Kiev, le directeur de la CIA, John Brennan, a personnellement organisé le déploiement de dizaines d'unités spéciales de la CIA et du FBI afin de mettre en place une structure de sécurité contre les insurgés. Le gouvernement issu du coup d'État voulait aussi imposer, par des moyens militaires, l'exploitation du gaz de schiste. Depuis 2010, la politique étrangère américaine avait préparé l'offensive des groupes énergétiques en Europe de l'Est avec la Global Shale Gas Initiative. C'est un Royal Flush diplomatique, selon David Goldwyn, responsable et coordinateur des affaires énergétiques internationales. Il recommandait que Washington facilite l'accès à de nouvelles zones d'exploration afin de garantir les investissements. Il s'agissait d'intégrer les ressources énergétiques à l'hémisphère occidental, de réduire la dépendance au gaz russe en Ukraine et en Europe, et d'obtenir ainsi un déplacement du rapport de force géopolitique. Le principal obstacle identifié était le partenariat énergétique entre l'Allemagne et la Russie. Dans un document confidentiel de la RAND Corporation daté de janvier 2022, dont l'authenticité a bien sûr été immédiatement démentie, il est dit très clairement que l'économie américaine, et en particulier le système bancaire, ne peuvent pas fonctionner sans l'afflux de ressources financières et matérielles provenant de sources extérieures. Afin d'assurer un transfert de ressources de l'Europe vers les États-Unis, il faudrait provoquer une crise économique en Allemagne. Pour cela, il serait nécessaire d'interrompre les livraisons d'énergie russe à bas coût, et le seul moyen praticable serait d'entraîner l'Allemagne dans une guerre en Ukraine. Dès le début, la guerre en Ukraine visait à évincer le concurrent russe du marché de l'énergie et à générer de nouveaux profits. C'était urgent, car les entreprises avaient financé leurs investissements dans de nouvelles techniques d'extraction par des crédits à taux d'intérêt élevés. La banque d'investissement JP Morgan estime à environ 550 milliards de dollars américains la bulle financière autour de l'industrie de la fracturation hydraulique. Si ces obligations à très haut risque faisaient défaut, un scénario similaire à celui du défaut des crédits immobiliers au début de la crise financière de 2008 menacerait de se produire. Cela signifie qu'il fallait d'urgence réaliser des bénéfices grâce aux exportations issues de la fracturation hydraulique et obtenir de nouvelles garanties pour les crédits. C'est précisément de cela qu'il s'agit aussi dans la guerre en Ukraine. C'était déjà le cas en 2003, lors de la guerre illégale au regard du droit international contre l'Irak. Et ce sera le cas en 2026, lors de l'attaque contre l'Iran, s'approprier des ressources, imposer l'ouverture des marchés, contrôler les voies logistiques, obtenir de nouvelles garanties pour de nouveaux crédits et démultiplier les profits dans le commerce des produits dérivés. L'une des actionnaires clés mentionnées par CNBC était vraisemblablement Ariane de Rothschild,
directrice générale du groupe Edmond de Rothschild. Le 18 mars 2014, elle a écrit à Jeffrey Epstein. « Bonjour Jeff, j'ai longtemps siégé au conseil d'administration d'une banque. Les chiffres sont bons, mais ils ne me satisfont pas. Je leur mets la pression pour qu'ils fassent preuve de plus d'imagination dans la restructuration des fonds de gestion de patrimoine. Je suis à un dîner avec un client et j'en ai ras-le-bol. Nos conversations me manquent et j'espère que tu vas bien. Demain soir, je suis à la maison. Tu as du temps? Et parlons de l'Ukraine. » Epstein a répondu, « Les bouleversements en Ukraine ouvrent beaucoup de possibilités, énormément. En effet, compte tenu des garanties liquides de l'Ukraine, estimées entre 10 et 12 000 milliards de dollars américains, on peut parler de grandes opportunités, mais aussi de l'effondrement du système financier si ces garanties font défaut. Cela a commencé par l'avidité de nouveaux profits et par l'étau qui se resserrait sur de nouvelles garanties pour les spéculateurs. Le coup d'État à Kiev en 2014 et l'attaque de la junte contre la population de l'Est et du Sud de l'Ukraine étaient censés apporter ces garanties. Cela a créé le conflit qui a conduit à une guerre totale avec la Russie et qui pourrait s'étendre en une nouvelle guerre mondiale dévastatrice en Europe. Toutes les guerres sont des guerres de banquiers. Ils n'ont pas obtenu les minerais de l'Est de l'Ukraine. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils veulent la guerre. Il n'y a pas d'histoire sans la scène de crime où elle est commise. Londres en 2003 a été le cas d'épreuves analytiques où le temps et l'espace se sont étirés. Il a dû l'admettre. Il ne l'avait vraiment remarqué que lorsque la crise financière de 2008 a fait s'effondrer le château de cartes de spéculation hasardeuse, et qu'en février 2014, le premier sang a coulé en Ukraine. L'été touchait déjà presque à l'automne. Fin août, il fit ses adieux au studio de Great Chapel Street et au bâtiment derrière les grilles, qui n'existe plus depuis longtemps, parce qu'il a dû céder la place à la construction du métro et à la spéculation foncière. La machine à information l'avait de nouveau recraché. Elle continuait de tourner avec d'autres jeunes recrues, toujours plus souples, qui produisaient à la chaîne des reportages et des directs, en espérant faire une grande carrière. Il fit une dernière promenade dans Covent Garden jusqu'à Brick Lane, puis il commanda un déjeuner à Chinatown, prit un verre au crépuscule au Hourglass, et lut sur le sous-boc la publicité pour la bière Spitfire. Arbitre, surveille les Allemands. Ils cherchent toujours à grappiller quelques mètres. Arbitre, fais attention aux Allemands. Ils cherchent encore à gratter quelques yards. Cette mise en garde amusée, adressée à l'arbitre contre le danger allemand au football, faisait appel à la mémoire collective. La bataille d'Angleterre et les nuits de bombardement sur Londres. Des souvenirs aujourd'hui réveillés par un chancelier qui veut faire de la Bundeswehr l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Londres restait dans la fièvre des paris boursiers, où se trouvait aussi la fortune d'oligarques ukrainiens. Les personnes dépouillées suivaient la trace de leur argent volé, montaient, à la tombée de la nuit, dans leurs coupés sportifs devant les clubs de Chelsea, puis, épuisés, jetaient la nuit les cartons de pizza dans le couloir. C'était la grande arnaque. Le capitalisme de casino absorbait toujours plus vite, toujours plus de ressources. Un système pyramidal qui devait sauver, avec de nouvelles garanties, les vieux crédits pourris et les paris boursiers douteux. La guerre, une gigantesque machine à blanchir, qui fait passer l'argent volé aux citoyens par-dessus des montagnes de cadavres, sur les comptes des grands groupes et des investisseurs financiers. L'Irak en 2003, la Libye et la Syrie en 2008
l'Ukraine en 2014, l'Iran en 2025 et 2026. Les marchands de mort doivent vouloir la guerre pour que le château de cartes des produits dérivés ne s'effondre pas. Une seule et sanglante fuite en avant pour retarder la faillite. Le chemin vers la catastrophe finale du système capitaliste. Londres était la porte de l'enfer, et il ne s'en était même pas aperçu. Il prit un taxi de Sloane Avenue à Heathrow et ne se retourna pas. C'était un été merveilleux. Es war ein wunderbarer Sommer.